Voici le résumé du livre He Can Who Thinks He Can de Orison Swett Marden. Dans cet ouvrage devenu un pilier du développement personnel classique, Orison Swett Marden expose une vérité centrale. La réussite commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Fondateur du magazine Success et figure influente du mouvement New Thought, Marden écrivait à une époque où l'industrialisation transformait profondément la société et où de nouvelles opportunités naissaient pour ceux qui osaient croire en leur potentiel. Le New Thought affirmait que la pensée possède une force créatrice capable d'influencer le destin individuel. Cependant, ce livre dépasse largement l'idée simpliste de pensée positive. Il ne s'agit pas d'optimisme naïf ni de formules superficielles, mais d'une discipline intérieure exigeante. Marden insiste sur le fait que la puissance mentale implique une responsabilité morale. Si l'homme est capable de façonner son avenir par ses convictions, alors il est aussi responsable de la qualité de ses pensées. La réussite n'est pas un accident, mais le résultat d'une croyance soutenue par la persévérance, la volonté et l'intégrité. Le pouvoir invisible de la pensée agit comme une architecture silencieuse. Avant toute action concrète, une image intérieure se forme. Cette image influence les décisions, les réactions face aux difficultés et la constance dans l'effort. La majorité échoue non par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais parce qu'elle adopte inconsciemment des croyances limitantes. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir réellement commencé, convaincus qu'ils ne sont pas à la hauteur ou que les circonstances leur sont défavorables. Marden démontre que la croyance personnelle est souvent plus déterminante que les conditions extérieures. L'identité se construit à partir des pensées répétées, et cette identité oriente naturellement le comportement. On agit en accord avec ce que l'on croit possible pour soi-même. Ainsi, la destinée n'est pas simplement imposée par l'environnement. Elle est largement influencée par la vision intérieure que l'on entretient. Le message de Marden conserve aujourd'hui une actualité remarquable. Dans un monde marqué par la comparaison constante, la distraction numérique et l'instabilité économique, la maîtrise de la pensée devient un atout stratégique. La dispersion affaiblit la volonté, tandis que la conviction claire renforce la cohérence et la détermination. He Can Who Thinks He Can rappelle que la transformation durable ne commence pas par des ressources matérielles, mais par une décision intime. Choisir de croire en sa capacité d'élévation et agir en accord avec cette conviction. Cette œuvre invite chacun à reprendre le contrôle de son orientation mentale et à comprendre que la grandeur extérieure naît d'une responsabilité intérieure assumée avec discipline et constance. Leçon 1. La fabrication sociale de la limitation. L'un des obstacles les plus puissants à la réussite n'est ni le manque de talent, ni l'absence d'opportunité, mais la fabrication sociale de la limitation. Dès l'enfance, l'individu est exposé à un ensemble de discours, d'attentes et de normes qui définissent implicitement ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. La société ne programme pas toujours le doute de manière brutale ou explicite. Elle le fait subtilement, à travers des phrases répétées, des regards, des comparaisons et des avertissements présentés comme des conseils prudents. Sois réaliste, ne vise pas trop haut. Ce n'est pas pour des gens comme nous. La vie est difficile. Reste à ta place. Ces expressions, souvent prononcées avec bienveillance, s'infiltrent dans l'esprit et deviennent des limites invisibles. Elles ne détruisent pas immédiatement l'ambition, mais elles la rétrécissent progressivement jusqu'à ce que l'individu adapte ses aspirations
à ce qu'il croit socialement acceptable. Le doute n'apparaît donc pas toujours comme une faiblesse personnelle. Il est fréquemment le résultat d'une socialisation prolongée. L'école valorise la conformité et sanctionne l'erreur plus qu'elle ne récompense l'audace. Les environnements professionnels encouragent la sécurité plutôt que l'initiative risquée. Les cercles sociaux peuvent inconsciemment décourager celui qui ambitionne de dépasser le niveau collectif, car son ascension remet en question l'équilibre établi. Ainsi, l'esprit apprend à associer la grandeur à l'isolement, l'originalité au danger, l'ambition à l'arrogance. Ce conditionnement crée une tension intérieure. D'un côté, un désir d'expansion, de l'autre, une peur d'exclusion ou d'échec. Beaucoup choisissent inconsciemment la sécurité psychologique au détriment de la croissance. Les phrases invisibles qui sabotent l'ambition agissent comme des scripts internes. Après avoir été entendues à l'extérieur, elles deviennent des voix intérieures. L'individu n'a plus besoin que quelqu'un lui dise qu'il n'est pas capable, il se le dit lui-même. Ce mécanisme est particulièrement insidieux, car il donne l'impression que la limitation vient d'une réflexion personnelle alors qu'elle est souvent héritée. Lorsqu'une opportunité se présente, la pensée automatique surgit. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez compétent. Ces affirmations semblent prudentes, mais elles sont rarement examinées. Elles deviennent des vérités subjectives qui orientent les décisions. On refuse un poste, on renonce à un projet, on diminue ses objectifs, non par analyse objective des faits, mais par fidélité inconsciente à une identité limitée. Cette dynamique met en lumière la confrontation entre l'autorité extérieure et l'autorité intérieure. L'autorité extérieure se manifeste par les normes sociales, les attentes familiales, les modèles culturels et les hiérarchies établies. Elle dicte ce qui est respectable, raisonnable ou risqué. L'autorité intérieure, quant à elle, est la capacité de l'individu à se définir lui-même, à évaluer ses possibilités sans se soumettre automatiquement au jugement collectif. Le conflit naît lorsque la vision personnelle dépasse le cadre accepté par l'environnement. Celui qui développe une autorité intérieure forte n'ignore pas les réalités extérieures, mais il refuse de les considérer comme des verdicts définitifs. Il distingue les conseils utiles des limites arbitraires. Il comprend que l'opinion majoritaire n'est pas nécessairement un indicateur de vérité. Déconstruire les croyances héritées exige un travail conscient. Il ne s'agit pas de rejeter systématiquement tout ce qui a été transmis, mais d'examiner chaque conviction pour déterminer si elle correspond à une vérité objective ou à une adaptation sociale. Cette analyse demande du courage intellectuel, car elle implique parfois de remettre en question des figures d'autorité respectées. L'individu doit identifier les phrases qui ont façonné son identité et se demander si elles reflètent réellement ses capacités. Par exemple, croire que l'on n'est pas fait pour diriger peut provenir d'une expérience isolée d'échec ou d'une comparaison défavorable dans l'enfance. Pourtant, cette conclusion peut devenir une limite permanente si elle n'est jamais réévaluée. La fabrication sociale de la limitation fonctionne également par comparaison constante. Les systèmes éducatifs et professionnels classent, notent et hiérarchisent, créant une perception de valeur relative. Celui qui se situe en dessous d'une moyenne arbitraire peut internaliser une image d'infériorité durable. Pourtant, les évaluations sont souvent partielles et contextuelles. Une compétence moyenne dans un cadre spécifique ne signifie pas incapacité générale. Cependant, l'esprit humain tend à généraliser. Une critique devient une définition. Un échec
devient une identité. La société, en cherchant à organiser et mesurer, contribue involontairement à figer des potentiels qui auraient pu se développer dans d'autres conditions. Un autre mécanisme puissant est la normalisation de la médiocrité confortable. Lorsque l'environnement valorise la stabilité minimale plutôt que l'excellence, viser plus haut peut sembler déraisonnable. L'individu apprend à calibrer ses ambitions pour ne pas perturber l'équilibre collectif. Cette pression subtile n'est pas toujours malveillante. Elle est souvent motivée par le désir de préserver l'harmonie. Pourtant, elle limite l'expansion personnelle. Celui qui ose penser différemment peut être perçu comme prétentieux ou irréaliste. Pour éviter le rejet, beaucoup choisissent inconsciemment de réduire leur vision. La déconstruction des croyances héritées commence par la prise de conscience que toutes les limitations ne sont pas objectives. Certaines contraintes sont réelles, mais beaucoup sont interprétatives. La distinction entre fait et interprétation est essentielle. Par exemple, ne pas posséder une compétence spécifique est un fait temporaire. Conclure que l'on ne pourra jamais l'acquérir est une interprétation. Cette nuance change radicalement la trajectoire de vie. En remplaçant les jugements définitifs par des évaluations évolutives, l'individu récupère une marge de manœuvre psychologique. Renforcer l'autorité intérieure implique également de développer une tolérance à la dissonance sociale. Lorsque l'on dépasse les attentes implicites, on peut rencontrer incompréhension ou scepticisme. Apprendre à supporter cette phase sans abandonner sa vision est un signe de maturité psychologique. Cela ne signifie pas ignorer les conseils pertinents, mais filtrer les critiques à travers une analyse personnelle plutôt que de les absorber automatiquement. La confiance en soi authentique ne naît pas d'une absence de doute, mais d'une capacité à examiner le doute sans s'y soumettre. La société programme souvent le doute par souci de protection. Les parents avertissent leurs enfants des dangers, les enseignants insistent sur la prudence, les institutions valorisent la conformité pour maintenir la stabilité. Cependant, cette logique protectrice peut devenir excessive et étouffer l'audace nécessaire à la croissance. La maturité consiste à reconnaître l'intention protectrice sans accepter la limitation comme une fatalité. Il est possible d'intégrer la prudence tout en conservant l'ambition. La fabrication sociale de la limitation se perpétue lorsque les individus reproduisent les mêmes discours qu'ils ont eux-mêmes intériorisés. Celui qui n'a jamais remis en question ses propres barrières peut les transmettre inconsciemment aux autres. Rompre ce cycle demande une décision consciente de réévaluer les croyances, de distinguer les vérités utiles des restrictions héritées et d'assumer la responsabilité de ses propres orientations mentales. Cette démarche transforme progressivement l'identité. Au lieu d'être définie par des verdicts externes, elle devient le résultat d'un choix réfléchi. Comprendre ce processus ne garantit pas immédiatement la liberté totale, mais offre un levier puissant. En identifiant les scripts invisibles, l'individu peut les reformuler. Une phrase limitante peut être remplacée par une question constructive. Comment puis-je développer cette compétence plutôt que « je ne suis pas capable ». Ce changement de formulation modifie la dynamique intérieure. Il ouvre un espace d'exploration au lieu de fermer la porte par une conclusion définitive. Ainsi, la fabrication sociale de la limitation n'est pas une condamnation irréversible, mais un conditionnement qui peut être transformé. La société influence, mais elle ne détermine pas absolument. Entre l'autorité extérieure et l'autorité intérieure existe un espace de choix. C'est dans cet espace que se construit la liberté mentale.
Celui qui ose examiner ses croyances héritées découvre que beaucoup de frontières étaient symboliques. En développant une conscience critique et une identité autonome, il cesse d'être le produit passif de son environnement et devient l'architecte conscient de ses possibilités. Leçon 2. L'énergie mentale comme capital invisible. L'une des ressources les plus puissantes dont dispose un individu ne se voit pas, ne se mesure pas facilement et n'apparaît dans aucun bilan financier. Pourtant, elle conditionne toutes les autres formes de réussite. Cette ressource est l'énergie mentale. Elle agit comme un capital invisible qui détermine la capacité à penser clairement, à décider avec lucidité, à persévérer malgré les obstacles et à transformer une vision en réalité. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, ce capital intérieur peut s'accroître ou se dissiper selon la manière dont il est utilisé. Beaucoup cherchent à optimiser leurs ressources extérieures tout en négligeant cette richesse intérieure, ignorant que la qualité de leur attention et de leur concentration influence directement leurs résultats. La fatigue psychologique constitue l'un des principaux facteurs d'érosion de ce capital invisible. Elle ne se manifeste pas toujours par une lassitude physique évidente. Elle apparaît souvent sous la forme d'une confusion mentale, d'une perte de motivation, d'une difficulté à maintenir un effort soutenu. Dans un environnement saturé d'informations et de sollicitations permanentes, l'esprit est constamment fragmenté. Chaque notification, chaque interruption, chaque stimulation nouvelle exige une micro-décision, un ajustement, une réaction. Ces micro-dépenses d'attention s'accumulent et affaiblissent progressivement la capacité de concentration profonde. L'individu peut avoir l'impression d'être occupé en permanence tout en ressentant une stagnation dans ses progrès. Cette impression paradoxale révèle une dispersion excessive de l'énergie mentale. La pensée dispersée entraîne une dilution de la puissance intérieure. Lorsque l'attention se fragmente entre de multiples tâches, projets ou distractions, aucune direction ne reçoit suffisamment d'intensité pour produire un impact significatif. L'énergie mentale fonctionne comme un faisceau lumineux. Concentré, il peut percer l'obscurité. Diffus, il perd de sa force. Beaucoup confondent activité et efficacité, croyant que multiplier les engagements équivaut à progresser. En réalité, chaque engagement mobilise une portion du capital mental disponible. Sans hiérarchisation claire, ce capital se disperse et la progression devient superficielle. L'esprit s'habitue à la superficialité, perdant la capacité de plonger dans une réflexion profonde et structurée. La gestion stratégique de l'attention devient alors une compétence essentielle. Elle implique une sélection consciente des priorités et une protection volontaire du temps consacré aux objectifs majeurs. L'attention n'est pas simplement une faculté automatique. Elle peut être dirigée, entraînée et disciplinée. Choisir de consacrer une période définie à une tâche précise, sans interruption, renforce la capacité de concentration. Cette discipline n'est pas une restriction arbitraire, mais une optimisation du capital intérieur. Elle permet de canaliser l'énergie vers des actions cohérentes avec les ambitions personnelles. En développant cette maîtrise, l'individu augmente la valeur productive de son énergie mentale. L'économie intérieure de l'esprit repose sur un principe similaire à celui des finances. Toute dépense doit être évaluée en fonction de son rendement. Les pensées négatives répétées, les inquiétudes excessives et les comparaisons constantes constituent des fuites énergétiques. Elles consomment une part significative de l'attention sans produire de bénéfices constructifs. Ruminer un échec
ou anticiper continuellement des scénarios défavorables mobilise une énergie qui pourrait être investie dans l'amélioration concrète des compétences ou dans la planification stratégique. Comprendre cette dynamique conduit à une vigilance accrue quant à la qualité des pensées entretenues. La fatigue psychologique est souvent aggravée par l'absence de repos mental réel. Même durant les périodes supposées de détente, l'esprit reste stimulé par des flux continus d'informations. Cette stimulation permanente empêche la récupération profonde nécessaire au renouvellement du capital mental. Accorder à l'esprit des moments de silence, de réflexion ou de contemplation favorise une régénération intérieure. Ce processus renforce la clarté et la créativité, deux éléments essentiels à la réussite durable. Le repos mental ne signifie pas inactivité totale, mais réduction volontaire des sollicitations inutiles. L'énergie mentale est également influencée par l'état émotionnel. Les émotions intenses, qu'elles soient positives ou négatives, mobilisent une grande quantité d'attention. Une gestion émotionnelle équilibrée permet de préserver ce capital. Cela ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à éviter qu'elles ne dominent excessivement la réflexion. Apprendre à observer ces réactions sans s'y identifier complètement offre un espace de stabilité intérieure. Cette stabilité favorise des décisions plus rationnelles et cohérentes. La concentration prolongée sur un objectif spécifique renforce progressivement la capacité mentale. Comme un muscle, l'attention se développe par l'exercice. Au début, maintenir un focus soutenu peut sembler difficile, car l'esprit est habitué à la dispersion. Cependant, avec la pratique régulière, cette capacité s'améliore. Ce développement augmente la puissance disponible pour les projets importants. L'individu découvre qu'il peut accomplir davantage en moins de temps lorsqu'il investit son capital mental de manière ciblée. La pensée dispersée n'affecte pas seulement la productivité, elle influence aussi l'identité. Un esprit constamment fragmenté peut engendrer un sentiment d'instabilité intérieure. À l'inverse, une attention cohérente et dirigée renforce la perception de contrôle personnel. Cette perception nourrit la confiance en soi, car elle repose sur une expérience concrète de maîtrise. La confiance n'est pas uniquement une conviction abstraite, elle découle de la capacité à orienter efficacement son énergie mentale. L'économie intérieure de l'esprit implique également la capacité à dire non. Chaque engagement accepté représente une dépense de capital mental. Refuser certaines sollicitations permet de préserver l'énergie pour des priorités plus alignées avec les objectifs personnels. Cette sélection nécessite une clarté sur ce qui compte réellement. Sans vision définie, il devient difficile de filtrer les demandes extérieures. L'individu risque alors d'investir son énergie dans des activités secondaires au détriment de ses aspirations profondes. La qualité des informations consommées influence directement l'état mental. Les contenus anxiogènes, conflictuels ou superficiels peuvent saturer l'esprit et diminuer sa clarté. Choisir consciemment des sources d'inspiration constructives et enrichissantes contribue à maintenir un niveau d'énergie élevé. Cette sélection ne signifie pas ignorer la réalité, mais éviter l'exposition excessive à des stimuli qui n'apportent aucune valeur stratégique. La maîtrise de l'énergie mentale permet également de mieux gérer les périodes d'échec ou de difficulté. Plutôt que de laisser la déception monopoliser l'attention, l'individu peut réorienter son focus vers les solutions possibles. Cette capacité d'ajustement protège le capital intérieur contre une érosion excessive.
Elle favorise une résilience fondée sur la gestion consciente des pensées. Investir dans l'amélioration continue des compétences renforce également l'énergie mentale. L'apprentissage actif stimule la curiosité et nourrit la motivation. Lorsque l'esprit est engagé dans une progression tangible, il ressent une dynamique positive qui compense la fatigue. Cette progression alimente un cercle vertueux où la croissance renforce l'énergie et l'énergie soutient la croissance. La prise de conscience de l'existence de ce capital invisible transforme la manière dont on envisage le travail et la réussite. Il ne s'agit plus seulement d'augmenter les heures d'effort, mais d'optimiser la qualité de l'attention investie. Deux personnes peuvent consacrer un temps similaire à une activité, mais celle qui concentre pleinement son énergie produira des résultats supérieurs. La différence réside dans la gestion stratégique de l'attention. En comprenant que l'énergie mentale est limitée et précieuse, l'individu développe une attitude plus sélective et plus intentionnelle. Il cesse de traiter son attention comme une ressource illimitée et commence à l'allouer avec discernement. Cette allocation consciente augmente la cohérence entre ses ambitions et ses actions quotidiennes. Ainsi, considérer l'énergie mentale comme un capital invisible conduit à une transformation profonde de la discipline personnelle. L'attention devient un investissement, la concentration une stratégie, le repos une nécessité productive. La dispersion cède progressivement la place à une direction claire. En protégeant et en développant ce capital intérieur, l'individu accroît sa capacité à concrétiser ses visions et à maintenir un effort soutenu sur le long terme. Ce capital, bien géré, devient le fondement silencieux de toute réussite durable. Leçon 3. L'auto-trahison silencieuse. Parmi les obstacles les plus puissants à la réussite, il en existe un particulièrement discret et profondément enraciné, l'auto-trahison silencieuse. Elle ne prend pas la forme d'un échec spectaculaire ni d'un abandon dramatique. Elle se manifeste plutôt par de petites décisions quotidiennes, des renoncements discrets, des compromis intérieurs qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui, accumulés, finissent par redéfinir une vie entière. L'auto-trahison commence lorsque l'individu sait intérieurement qu'il pourrait viser plus haut, agir avec plus de courage, persévérer davantage, mais choisit une option plus confortable. Ce choix n'est pas toujours conscient. Il est souvent enveloppé d'arguments raisonnables, de justifications logiques et d'explications prudentes. Pourtant, au fond, il s'agit d'un éloignement progressif de son propre potentiel. Beaucoup abandonnent avant même d'avoir réellement essayé. Ce phénomène ne découle pas nécessairement d'un manque de capacité, mais d'un mécanisme de protection psychologique. L'esprit humain redoute l'échec, car l'échec menace l'image de soi. Plutôt que de confronter cette possibilité, il préfère parfois éviter l'engagement total. En ne s'investissant qu'à moitié, l'individu conserve une excuse. Si le résultat n'est pas satisfaisant, il pourra toujours attribuer l'échec à un manque d'effort plutôt qu'à un manque de compétences. Cette stratégie protège temporairement l'ego, mais elle empêche toute progression authentique. L'abandon précoce devient ainsi une forme de sécurité déguisée. Le confort joue un rôle central dans cette dynamique. Ce qui procure une sensation immédiate de sécurité peut devenir une prison invisible. Le confort ne se limite pas aux conditions matérielles, il inclut les habitudes, les routines et les environnements familiers. Lorsque l'on reste dans un cadre connu, on évite l'incertitude et la vulnérabilité. Pourtant,
La croissance exige précisément une confrontation avec l'inconnu. Chaque nouvelle compétence, chaque projet ambitieux implique une phase d'incompétence temporaire. Une période où l'on se sent maladroit ou incertain. Beaucoup préfèrent éviter cette phase inconfortable et choisissent de rester dans une zone où ils maîtrisent les règles. Ce choix semble rationnel, mais il limite l'expansion. L'habitude d'être moyen se construit progressivement. Elle ne signifie pas nécessairement un manque d'intelligence ou de talent, mais une adaptation à des attentes réduites. Lorsque l'environnement valorise la conformité plus que l'excellence, viser la moyenne devient socialement acceptable et psychologiquement moins risqué. L'individu apprend à calibrer ses ambitions pour ne pas dépasser les standards établis. Il s'habitue à des résultats corrects sans chercher l'exceptionnel. Cette adaptation peut sembler équilibrée, mais elle érode lentement l'élan intérieur. À force de répéter des performances modérées, l'identité se stabilise autour d'un niveau de compétence qui ne reflète pas le potentiel réel. La rationalisation de la peur constitue un autre mécanisme puissant de l'auto-trahison silencieuse. La peur en elle-même n'est pas un défaut. Elle joue un rôle protecteur face aux dangers réels. Cependant, lorsqu'elle est exagérée ou mal interprétée, elle devient un frein à la croissance. Pour éviter de reconnaître cette peur, l'esprit élabore des justifications sophistiquées. On parle de timing défavorable, de conditions imparfaites, de responsabilités prioritaires. Ces arguments peuvent contenir une part de vérité, mais ils masquent souvent une crainte plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur, d'être jugé ou de perdre la stabilité acquise. La rationalisation rend la peur respectable, lui donnant l'apparence d'une décision prudente. L'auto-trahison silencieuse se renforce par la répétition. Chaque fois qu'un individu choisit la facilité plutôt que l'effort exigeant, il renforce un schéma mental. Ce schéma devient progressivement automatique. À long terme, la personne peut perdre le contact avec ses aspirations initiales, oubliant même qu'elle avait envisagé une voie plus ambitieuse. L'ambition s'atténue non par manque de capacité, mais par accumulation de renoncements discrets. Cette évolution est rarement dramatique. Elle se produit dans la normalité quotidienne, rendant difficile la prise de conscience. Un élément clé de cette dynamique réside dans la perception du risque. L'esprit humain tend à surestimer les conséquences négatives potentielles et à sous-estimer les bénéfices possibles. Cette distorsion influence les décisions. En exagérant les dangers, on renforce la tentation de rester immobile. Pourtant, l'immobilité comporte aussi un coût, la stagnation, la frustration latente et le regret. L'auto-trahison silencieuse protège contre un échec hypothétique, mais expose à une insatisfaction réelle et durable. Pour briser ce cycle, il est nécessaire de reconnaître les signaux subtils de renoncement intérieur. Cela implique une honnêteté personnelle exigeante. Il ne suffit pas d'évaluer les circonstances extérieures, il faut examiner les motivations profondes derrière chaque décision. Suis-je en train d'éviter une difficulté nécessaire? Est-ce une prudence stratégique ou une peur déguisée? Cette interrogation ne doit pas être accompagnée d'autocritique excessive, mais d'une analyse lucide. La lucidité permet de distinguer la prudence constructive de la fuite. Le confort devient une prison lorsqu'il est confondu avec la sécurité durable. La véritable sécurité ne réside pas dans l'évitement des défis, mais dans le développement de compétences et de résilience. En affrontant progressivement des situations inconfortables, l'individu élargit sa zone de compétence. Ce processus transforme l'inconnu en terrain familier.
Ainsi, ce qui était autrefois intimidant devient maîtrisable. L'expansion contrôlée de cette zone réduit la nécessité de rationaliser la peur. L'habitude d'être moyen peut être remplacée par une habitude d'amélioration continue. Cela ne signifie pas viser la perfection immédiate, mais adopter une mentalité d'optimisation constante. Chaque action peut être légèrement améliorée, chaque compétence légèrement affinée. Cette progression graduelle modifie l'identité. L'individu cesse de se définir par un niveau fixe et commence à se percevoir comme en évolution permanente. Cette perception réduit l'attrait de la stagnation confortable. La peur, lorsqu'elle est reconnue ouvertement, perd une partie de son pouvoir. Nommer précisément ce que l'on craint clarifie la situation. Est-ce la peur de l'échec, du jugement, de la perte financière, du changement d'image sociale? Une fois identifiée, cette peur peut être analysée rationnellement. Souvent, les conséquences redoutées sont moins catastrophiques qu'imaginées. En outre, même si un échec survient, il peut fournir des informations précieuses pour progresser. En acceptant cette possibilité, l'individu réduit la nécessité de se protéger par l'auto-sabotage. L'auto-trahison silencieuse peut également être alimentée par la comparaison constante avec les autres. En observant les réussites apparentes d'autrui, certains concluent qu'ils ne pourront jamais atteindre un niveau similaire. Cette comparaison génère un découragement anticipé, conduisant à un abandon avant même l'engagement. Pourtant, chaque trajectoire est unique. La comparaison ignore les contextes, les efforts invisibles et les temporalités différentes. En recentrant l'attention sur sa propre progression plutôt que sur des standards externes, l'individu limite ce facteur de renoncement. La discipline personnelle joue un rôle crucial dans la réduction de l'auto-trahison. Elle ne consiste pas à se forcer brutalement, mais à établir des engagements clairs et à les respecter. Les engagements tenus renforcent la confiance en soi, car ils prouvent la capacité à agir malgré l'inconfort. Chaque promesse respectée envers soi-même diminue la probabilité de renoncement futur. La cohérence entre intention et action consolide l'intégrité intérieure. L'auto-trahison silencieuse est d'autant plus dangereuse qu'elle peut être socialement invisible. Une personne peut sembler stable et raisonnable aux yeux des autres, tout en ressentant un écart croissant entre ses aspirations et ses actions. Cet écart génère une tension intérieure qui, à long terme, peut se transformer en regret. Le regret n'est pas seulement lié aux échecs tentés, mais surtout aux opportunités non saisies. En choisissant l'audace réfléchie plutôt que la sécurité excessive, l'individu réduit la probabilité de ce regret. Sortir de cette dynamique exige un changement de perspective sur l'inconfort. Plutôt que de le percevoir comme un signal d'alerte absolue, il peut être interprété comme un indicateur de croissance potentielle. L'inconfort signale souvent que l'on s'approche d'une limite personnelle prête à être élargie. En acceptant ce signal comme une invitation à progresser, l'individu transforme un obstacle en opportunité. Ainsi, l'auto-trahison silencieuse n'est pas un destin inévitable, mais un processus modifiable. En développant une conscience accrue des justifications intérieures, en questionnant les choix dictés par la peur et en cultivant une discipline cohérente, il devient possible de réduire progressivement les renoncements invisibles. La fidélité à son propre potentiel exige du courage, mais elle offre en retour une intégrité profonde. En choisissant l'engagement sincère plutôt que la facilité rassurante, l'individu renforce sa capacité à réaliser des ambitions authentiques et à vivre en accord avec ses aspirations les plus élevées.
Leçon 4. L'identité dominante. L'identité que nous portons est la force la plus silencieuse et la plus puissante qui guide nos actions quotidiennes. Marden, dans son ouvrage He Can Who Thinks He Can, souligne que la majorité des échecs ne proviennent pas d'un manque de compétences, de ressources ou d'opportunités, mais d'une identité intérieure mal alignée. L'identité dominante est ce noyau de croyances que l'on entretient sur soi-même, cette voix intérieure qui dicte ce que l'on pense être capable d'accomplir et la manière dont on se comporte face aux défis. Elle est le moteur invisible de nos réussites, comme de nos limitations. Lorsqu'elle est faible ou subie, elle conduit à des renoncements silencieux et à des choix qui trahissent nos ambitions véritables. Lorsqu'elle est choisie et cultivée, elle devient une boussole puissante, orientant chaque décision vers la réalisation d'objectifs ambitieux. Marden insiste sur le fait que la cohérence de cette identité avec nos ambitions est essentielle. Il ne suffit pas de désirer quelque chose, il faut agir comme si l'on était déjà la personne capable de l'obtenir. L'identité subie naît souvent de l'environnement, de l'éducation et de la société. Les influences externes, les critiques, les attentes et même les échecs passés façonnent une perception de soi qui peut être limitante. Beaucoup se définissent à travers ce que les autres pensent d'eux ou à travers les échecs antérieurs, créant ainsi une identité centrée sur la peur, l'échec ou l'insuffisance. Marden avertit que cette identité subie agit comme une prison invisible. Elle détermine non seulement les actions, mais aussi la façon dont une personne interprète ses expériences. Chaque revers est amplifié, chaque succès est minimisé, car la personne continue de s'identifier à une version d'elle-même qui ne reflète pas son potentiel réel. Dans ce schéma, la pensée positive seule est insuffisante. Il ne s'agit pas de répéter des affirmations, mais de reconfigurer le personnage intérieur qui gouverne la vie quotidienne. La transformation de l'identité dominante commence par la prise de conscience. Marden conseille d'observer les comportements, les décisions et les émotions pour identifier les croyances qui façonnent inconsciemment nos choix. Quel est le dialogue intérieur qui se répète chaque matin? Quel scénario de doute ou de peur influence nos actions? Cette phase d'introspection est cruciale, car elle révèle les racines des limitations silencieuses. Reconnaître ces schémas est le premier pas vers leur modification. Une fois identifiées, ces croyances limitantes peuvent être confrontées et remplacées par des principes plus alignés avec la vision que l'on souhaite incarner. Ce processus n'est pas instantané. Il demande discipline, répétition et engagement à incarner activement la nouvelle identité. Adopter une identité choisie implique également de reconfigurer les habitudes et comportements. Les actions répétitives façonnent le caractère et renforcent la perception de soi. Marden souligne que le corps et l'esprit sont intimement liés. Agir avec courage, discipline et persévérance renforce progressivement la croyance en sa propre capacité. De simples gestes quotidiens, lorsqu'ils sont alignés avec la vision de la personne que l'on souhaite devenir, produisent un effet cumulatif. Chaque décision consciente, chaque effort pour agir selon l'identité choisie, contribue à ancrer cette nouvelle version de soi, rendant l'ancienne identité subie moins influente. L'identité dominante est également fortement liée à la manière dont on gère les échecs et les défis. Une personne qui se définit par la peur ou la médiocrité réagira aux obstacles par le découragement, le doute et l'abandon. En revanche, une identité choisie permet d'aborder les revers avec résilience et responsabilité. Selon Marden,
Une personne convaincue de sa valeur et de sa compétence intérieure voit chaque obstacle comme un outil d'apprentissage, une occasion de renforcer son caractère et sa maîtrise de soi. Cette perspective transforme la difficulté en opportunité, la résistance en moteur d'évolution, et les défis deviennent des étapes nécessaires de l'ascension. Devenir cohérent avec son ambition exige un alignement entre pensée, parole et action. Une identité forte n'est pas uniquement mentale, elle se manifeste dans la façon dont une personne parle, agit et interagit avec le monde. Marden rappelle que l'incohérence entre l'identité intérieure et les comportements visibles crée des tensions et ralentit la progression. Chaque action qui reflète la nouvelle identité consolide la croyance en sa propre capacité, rendant la personne plus confiante et résolue. Le succès n'est plus perçu comme un événement extérieur, mais comme le reflet naturel de la cohérence intérieure. Enfin, l'identité dominante choisie influence également les relations et l'impact social. Une personne qui se voit comme capable et digne inspire naturellement le respect et la confiance. Cette aura intérieure attire les opportunités et renforce le réseau de soutien. À l'inverse, une identité subie peut projeter l'incertitude et l'insécurité, limitant les collaborations et l'influence. Marden insiste sur le fait que le développement de cette identité est une responsabilité morale. Elle ne profite pas uniquement à l'individu, mais permet également d'élever ceux qui l'entourent. L'identité dominante, telle que décrite par Marden, est donc le pivot de la transformation personnelle. Elle détermine les pensées, les actions, les réactions aux obstacles et la perception de soi. Choisir activement cette identité, alignée avec ses ambitions et ses valeurs, constitue un acte de pouvoir mental stratégique. La fidélité à cette identité transforme la simple pensée en force active, capable de réaliser des projets audacieux, de surmonter les limitations héritées et d'atteindre un niveau de succès durable. En incarnant consciemment cette identité, chaque individu devient l'architecte de son destin, capable d'agir non pas en fonction des influences externes, mais selon la personne qu'il choisit réellement d'être. Leçon 5. La psychologie de la décision irréversible. La puissance d'une vie dirigée par la conviction repose sur la capacité à franchir des points de non-retour, des moments où l'engagement devient total et irréversible. Marden, dans He Can Who Thinks He Can, développe une perspective rarement abordée. Le succès durable n'est jamais le fruit de demi-mesures, mais de décisions prises avec une détermination complète, où l'esprit, le cœur et l'action se conjuguent pour créer un mouvement irréversible vers l'objectif. La décision molle, hésitante ou conditionnelle produit toujours des résultats mitigés, car elle laisse place au doute, à l'influence extérieure et aux distractions de l'environnement. Marden insiste sur le fait que la véritable force mentale se manifeste lorsqu'une personne élimine toute alternative et s'engage pleinement dans la réalisation de ce qu'elle croit possible. Prendre une décision irréversible est un acte de souveraineté personnelle. Cela signifie reconnaître que l'on est le maître de ses choix et que l'avenir ne dépend pas d'un hasard extérieur, mais de la détermination interne. Chaque moment de doute ou d'hésitation affaiblit la volonté et divise l'énergie mentale, alors qu'une décision ferme concentre toutes les ressources psychiques vers un seul objectif. Marden souligne que ce principe ne se limite pas aux grandes ambitions ou aux entreprises extraordinaires. Il s'applique à chaque choix de vie, qu'il s'agisse d'une carrière, d'une relation, d'un projet ou d'un engagement moral. L'action irréversible
transforme la pensée en moteur, la volonté en instrument et la vision en réalité tangible. La psychologie derrière cette approche repose sur le mécanisme du point de non-retour. Le cerveau humain fonctionne souvent en mode sécuritaire, cherchant à minimiser le risque et à conserver le statu quo. Les décisions partielles ou conditionnelles activent des circuits de peur et d'anxiété, entraînant procrastination, remise en question et dilution de l'énergie. En revanche, lorsque l'on s'engage complètement, le cerveau redirige ses ressources vers la réalisation, supprime les hésitations et crée un momentum psychologique qui devient presque mécanique. Marden décrit cette dynamique comme la transformation de l'intention en action inévitable. Plus l'engagement est total, plus la probabilité de succès s'élève de manière exponentielle. Une décision irréversible implique également une réorganisation complète des priorités et de la perception de soi. Une fois le point de non-retour franchi, chaque action, chaque choix intermédiaire, chaque effort devient une pièce d'un ensemble cohérent. L'individu ne considère plus les distractions, les critiques ou les doutes comme des obstacles insurmontables, mais comme des défis à surmonter dans le cadre d'une trajectoire clairement définie. Marden insiste sur le fait que l'engagement absolu ne supprime pas la réflexion ou la prudence. Il exige simplement que la réflexion mène à une action décisive et que la prudence ne devienne jamais prétexte à l'inaction. La discipline mentale est au cœur de ce processus. Franchir un point de non-retour demande de la préparation, de la vision et une compréhension claire de la valeur de l'objectif. Marden recommande de visualiser non seulement le succès final, mais aussi les étapes intermédiaires, les obstacles potentiels et les sacrifices nécessaires. Cette anticipation active crée un plan mental solide qui soutient l'engagement total et réduit l'influence de l'incertitude. Le succès devient ainsi le résultat d'une combinaison de clarté de vision, de concentration intense et de détermination à ne jamais revenir en arrière. Marden met également l'accent sur le rôle de la foi en soi dans cette psychologie. Une décision irréversible n'est possible que lorsque la confiance en sa propre capacité dépasse la peur de l'échec. La foi en soi est renforcée par l'expérience, l'apprentissage et la répétition d'actions décisives dans la vie quotidienne. Chaque engagement total réussi, même sur de petites choses, prépare l'esprit à franchir des points de non-retour plus grands et plus significatifs. Cette dynamique crée un cercle vertueux. Plus l'individu prend de décisions irréversibles, plus sa confiance et sa puissance d'action augmentent, renforçant son identité dominante et son autorité intérieure. L'engagement total transforme aussi les relations et l'impact social. Une personne qui agit avec une détermination irréversible inspire confiance, respect et influence. Ses choix deviennent des exemples tangibles pour ceux qui l'entourent et renforcent sa crédibilité. Marden insiste sur l'aspect moral de cette approche. Agir avec conviction n'est pas seulement pour le bénéfice personnel, mais pour réaliser pleinement le potentiel que l'on a reçu et contribuer positivement au monde. Enfin, la psychologie de la décision irréversible permet de surmonter l'auto-sabotage et l'indécision. Chaque hésitation affaiblit la volonté et nourrit les peurs, tandis qu'un engagement total neutralise les influences négatives externes et internes. Marden démontre que le succès durable naît moins de la chance que de la capacité à franchir ces points de non-retour, à transformer la pensée en action et à maintenir le cap malgré les obstacles. En appliquant ce principe, l'individu devient maître de son destin,
concentrant ses forces sur l'accomplissement de ses ambitions avec une puissance mentale et une cohérence inébranlable. La décision irréversible est ainsi bien plus qu'une simple résolution. C'est un acte de création de soi, une manifestation de la foi en sa capacité et un levier stratégique de réussite. Selon Marden, ceux qui comprennent et appliquent cette dynamique possèdent une force intérieure que rien ne peut détourner, car l'engagement total crée une trajectoire de succès presque inévitable et transforme la volonté en moteur irrésistible vers l'accomplissement. Leçon 6. La solitude du penseur fort. La véritable force mentale, selon Marden, ne se mesure pas seulement par la capacité à agir dans le monde, mais aussi par la faculté de rester ferme dans ses convictions lorsque personne autour de soi ne les valide. La solitude du penseur fort n'est pas un isolement subi, mais un choix conscient, un état d'indépendance émotionnelle et psychologique qui forge le caractère et renforce l'esprit. Marden insiste sur ce point. Les grandes réalisations ne naissent pas dans le consensus, mais dans le courage silencieux de croire en ses idées, en ses objectifs et en sa capacité d'influence. Même lorsque l'environnement, la société ou les proches expriment le doute ou l'incompréhension. Être isolé psychologiquement ne signifie pas se couper du monde ou ignorer la réalité extérieure, mais plutôt préserver son autonomie intérieure face aux pressions externes. Dans la plupart des cas, les individus échouent non pas par manque de compétences ou d'intelligence, mais parce qu'ils recherchent constamment l'approbation et l'acceptation. Marden montre que le penseur fort apprend à dissocier sa valeur de l'opinion des autres. Il agit avec intégrité et selon ses convictions, même lorsque cela entraîne critique, scepticisme ou incompréhension. Cette discipline silencieuse crée une force intérieure que rien ne peut facilement ébranler et prépare l'esprit à des décisions irréversibles, comme celles étudiées dans la leçon précédente. La solitude est également un instrument de concentration. Dans un monde où les distractions, le bruit social et les influences externes sont omniprésents, Marden souligne que la capacité à se retirer mentalement pour réfléchir, analyser et visualiser ses objectifs est un avantage stratégique. Le penseur fort transforme son isolement en laboratoire mental où chaque pensée, chaque idée et chaque plan est testé, affiné et consolidé. Cette solitude devient une forme de puissance silencieuse, où l'individu devient à la fois maître de son monde intérieur et stratège de son influence future. Marden insiste sur le rôle de la patience et de la persévérance dans cette dynamique. La solitude du penseur fort implique souvent des périodes prolongées où les résultats ne sont pas visibles et où l'effort peut sembler invisible pour le monde extérieur. C'est dans ces moments de persistance silencieuse que le caractère se forge. L'individu apprend à tolérer le doute des autres, à ignorer la critique inutile et à maintenir sa vision intacte malgré l'absence de validation immédiate. Chaque acte, chaque décision, chaque concentration mentale renforce l'autorité intérieure et prépare le terrain pour des accomplissements significatifs. L'indépendance émotionnelle est une composante essentielle de cette solitude. Marden explique que la dépendance aux réactions et aux opinions des autres crée des perturbations, des hésitations et des pertes de puissance mentale. En cultivant un centre émotionnel stable et indépendant, le penseur fort préserve son énergie pour les actions qui comptent vraiment. Cette stabilité permet non seulement de prendre des décisions fermes, mais aussi d'inspirer et d'influencer subtilement les autres sans recourir à la domination ou à l'autorité extérieure.
La véritable influence, selon Marden, naît d'un esprit calme et sûr, capable de naviguer à travers le scepticisme, la critique et les résistances sans être affecté. La solitude du penseur fort sert également à développer la créativité et l'innovation. Lorsque l'individu n'est pas contraint par les attentes sociales ou les opinions dominantes, il peut explorer de nouvelles idées, tester des concepts non conventionnels et repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. Marden illustre comment de nombreuses personnalités historiques, inventeurs et leaders ont dû affronter la solitude et le scepticisme avant de réaliser des accomplissements qui ont changé le monde. L'absence de validation immédiate n'est jamais un obstacle, mais une condition nécessaire pour développer une vision originale et puissante. Enfin, la solitude mentale et émotionnelle enseigne la résilience. En restant fidèle à soi-même dans l'adversité, le penseur fort apprend à gérer la pression, le rejet et l'incompréhension sans compromettre ses principes. Marden insiste sur le fait que cette résilience silencieuse n'est pas un trait inné, mais une discipline à cultiver, un effort quotidien pour maintenir sa concentration, sa foi et son engagement. C'est cette capacité à rester seul, mais invincible, qui distingue ceux qui accomplissent des exploits durables de ceux qui se perdent dans la dépendance aux autres. En conclusion, la solitude du penseur fort, telle que décrite par Marden, n'est pas une faiblesse ni une évasion, mais une stratégie consciente de puissance intérieure. Elle permet de maintenir la cohérence, de concentrer l'énergie mentale, d'affiner la vision personnelle et de développer l'indépendance émotionnelle nécessaire pour des décisions irréversibles. Ceux qui embrassent cette solitude deviennent des maîtres silencieux de leur destin, transformant leur isolement en une force qui les rend capables de réaliser ce qu'ils croient possible, même lorsque le monde extérieur doute ou critique. C'est dans cet espace intérieur, loin du tumulte et des validations superficielles, que l'esprit du vrai accomplisseur se construit et s'épanouit. Leçon 7. Le sabotage par l'environnement proche. L'un des obstacles les plus insidieux à l'accomplissement, selon O. S. Marden, réside souvent non pas dans nos compétences ou notre volonté, mais dans l'environnement immédiat qui nous entoure. La famille, les amis, les collègues ou même les connaissances occasionnelles peuvent, sans le vouloir, devenir des saboteurs silencieux de nos ambitions. Marden souligne que l'entourage proche a un pouvoir disproportionné sur notre mental, car nous sommes naturellement influencés par les jugements, les attentes et les comportements des personnes que nous côtoyons régulièrement. Cette influence peut s'exprimer subtilement par des commentaires bienveillants mais limitants, par des doutes exprimés à demi-mot ou par une simple résistance passive à notre vision. Le sabotage par l'environnement proche n'est pas toujours intentionnel. Marden note que souvent, les individus qui nous entourent projettent leurs propres limitations sur nous. Ceux qui ont peur du changement, de l'excellence ou de l'inconnu cherchent à maintenir le statu quo autour d'eux. Par conséquent, même les encouragements apparemment positifs peuvent être teintés de prudence excessive ou de conservatisme, freinant notre capacité à agir pleinement selon notre potentiel. L'auteur insiste sur le fait que comprendre ce mécanisme est crucial. Reconnaître que certaines critiques ou hésitations viennent d'un endroit de peur plutôt que d'objectivité permet de ne pas internaliser ces limitations. La pression sociale subtile est un autre facteur que Marden décrit avec précision. Dans tout groupe humain, il existe une norme implicite, un modèle comportemental accepté,
Et toute personne qui sort de ce cadre risque d'être jugée ou mise à l'écart. Ceux qui s'engagent sur un chemin d'élévation personnelle, de réussite ou de pensée indépendante se retrouvent souvent confrontés à une résistance passive, des regards sceptiques, des questions suggestives, des moqueries déguisées ou des conseils non sollicités visant à rester réaliste. Cette pression, bien que douce et presque invisible, est puissante. Elle exploite le besoin humain d'appartenance et peut provoquer des doutes sur notre propre vision. Marden avertit que céder à ces influences entraîne la stagnation, l'abandon progressif des grandes ambitions et le maintien d'un niveau moyen de réalisation conforme à celui de notre entourage. La peur de dépasser son groupe est un autre point central que Marden aborde. L'être humain est naturellement enclin à comparer ses réussites à celles de ses pairs. Lorsque l'on tente d'atteindre un niveau supérieur de succès, de compétence ou de discipline, la conscience de cette différence peut générer de l'anxiété et de la culpabilité. Beaucoup renoncent à poursuivre leurs aspirations, craignant de créer de la distance avec leurs proches ou de provoquer l'envie et la jalousie. Marden explique que ce phénomène n'est pas un signe de faiblesse morale, mais une réaction psychologique universelle. Le lien affectif avec l'entourage peut devenir un frein inconscient. Reconnaître ce danger est la première étape pour s'en libérer. L'art de protéger sa vision est donc essentiel pour tout individu qui aspire à la grandeur. Marden insiste sur la nécessité de créer un espace mental et émotionnel autonome, où les influences extérieures n'éteignent pas le feu intérieur. Cela implique de limiter l'exposition aux personnes qui, consciemment ou non, réduisent votre énergie et votre confiance. Il ne s'agit pas de couper les relations humaines, mais de maîtriser l'impact que l'entourage peut avoir sur votre pensée et votre action. Un penseur fort apprend à filtrer les conseils, à évaluer les critiques et à rester aligné avec sa vision, même lorsque l'opinion dominante s'y oppose. Marden évoque également l'importance de bâtir un environnement positif et stimulant. Cela peut inclure la fréquentation de mentors, de pairs ambitieux ou de communautés partageant des valeurs similaires. Un environnement qui inspire, challenge et élève est un catalyseur de réussite. À l'inverse, un milieu de doute et de médiocrité, aussi bien intentionné soit-il, peut devenir un poison subtil mais puissant, ralentissant le développement personnel et la concrétisation des objectifs. L'auteur met l'accent sur le fait que la maîtrise de son environnement proche est une compétence stratégique aussi importante que la maîtrise de soi ou la discipline mentale. La vigilance constante est une autre leçon clé de Marden. Il ne suffit pas d'identifier les influences négatives une seule fois. L'environnement change, de nouvelles personnes entrent dans votre cercle et de vieilles relations évoluent. Chaque étape de la vie nécessite une réévaluation des interactions et de leur impact sur votre mental et votre ambition. La persistance dans cette conscience permet de maintenir une trajectoire ascendante, protégée des sabotages subtils qui pourraient autrement compromettre la vision et les efforts. En conclusion, le sabotage par l'environnement proche est l'un des ennemis les plus insidieux de la réussite. Marden rappelle que la vigilance, la sélection consciente des relations et la protection de sa vision sont indispensables pour transformer le potentiel latent en accomplissement concret. Ceux qui maîtrisent cette dynamique, qui savent s'isoler mentalement sans se couper du monde et qui filtrent les influences négatives, deviennent capables de poursuivre leur destinée avec une constance et une force que peu peuvent interrompre. L'environnement, qu'il soit ami ou famille, peut être une source de soutien ou un frein silencieux.
La différence réside dans la conscience et la discipline que chacun apporte pour protéger et nourrir sa propre vision. Leçon 8. La discipline cognitive. La discipline cognitive est l'un des piliers centraux que Marden met en avant pour transformer la pensée en force concrète. Contrairement à une approche superficielle de la motivation ou de la pensée positive, Marden insiste sur la nécessité de structurer, contrôler et canaliser l'activité mentale afin qu'elle devienne un moteur de réalisation durable. Nos pensées, souvent errantes et désorganisées, ont un impact direct sur nos décisions, nos actions et finalement notre destinée. Un esprit non discipliné est comparable à un navire sans gouvernail. Il peut avancer, mais il dérive au gré des vents et des courants, incapable de naviguer vers un objectif précis. Marden souligne que la majorité des individus échouent non pas par manque de talent ou d'opportunité, mais par manque de maîtrise de leur propre mental, par une soumission involontaire à des pensées répétitives, des peurs ou des croyances limitantes. Le contrôle des pensées intrusives est le premier aspect de cette discipline. Marden décrit comment, dans la vie quotidienne, des idées négatives, des doutes et des critiques internes surgissent sans invitation et sabotent l'élan vers l'action. Ces pensées ne sont pas des reflets exacts de la réalité, mais des constructions du mental, souvent influencées par des expériences passées, l'environnement social ou des habitudes anciennes. Le vrai pouvoir, selon Marden, réside dans la capacité à observer ces pensées sans s'identifier à elles, à les filtrer et à choisir consciemment celles qui méritent d'être nourries. Cette vigilance mentale, loin d'être une discipline rigide et froide, est en réalité une forme de liberté. Elle permet à l'individu de décider quel contenu mental façonnera son comportement et son futur. La répétition stratégique constitue le second pilier. Les habitudes mentales se forment par répétition, et l'esprit humain répond aux schémas réguliers plus qu'aux impulsions sporadiques. Marden encourage l'usage intentionnel de la répétition pour créer des circuits de pensée puissants et constructifs. Cette approche va au-delà des affirmations passives ou des mantras superficiels. Elle repose sur une structuration réfléchie des pensées, alignée sur des objectifs précis et sur l'identité que l'on souhaite incarner. En répétant consciemment des modèles de pensée positifs et puissants, l'individu entraîne son esprit à fonctionner de manière proactive plutôt que réactive. L'effet cumulé de cette pratique transforme progressivement la perception de soi, l'interprétation des événements et la qualité des décisions. L'autodialogue structuré est un autre élément crucial. Marden souligne que la conversation intérieure, souvent négligée, est le moteur principal de nos émotions et de nos choix. Un esprit qui se parle de manière confuse ou autodestructrice reproduit ces schémas dans la réalité. La discipline cognitive implique de formuler un discours interne précis, logique et aligné sur les valeurs et objectifs personnels. L'autodialogue structuré permet de corriger les erreurs de jugement, de renforcer la confiance et de maintenir l'attention sur ce qui compte vraiment. Marden insiste sur le fait que chaque pensée, chaque mot que l'on se dit à soi-même est une pierre qui construit l'édifice de la réussite ou de l'échec. Enfin, l'architecture mentale représente l'intégration de tous ces aspects dans une structure cohérente. L'esprit discipliné, selon Marden, fonctionne comme un système organisé où chaque pensée a sa place, où les idées puissantes sont cultivées et amplifiées, tandis que les distractions et les influences négatives sont filtrées et écartées. Cette architecture mentale
permet non seulement de rester concentré sur des objectifs élevés, mais aussi de réagir avec clarté et précision face aux imprévus. Marden explique que la discipline cognitive n'est pas une contrainte, mais un outil pour libérer le potentiel latent de l'individu, en transformant le chaos intérieur en stratégie et en puissance réelle. Ainsi, la discipline cognitive, lorsqu'elle est appliquée avec constance et intelligence, devient la clé d'une transformation profonde. Elle permet à chacun de diriger son esprit plutôt que de subir ses pensées, de choisir consciemment ses croyances et de construire un monde intérieur robuste qui soutient l'action et le succès. Dans l'enseignement de Marden, la maîtrise de l'esprit par la discipline cognitive est indissociable de la réussite durable, de l'indépendance personnelle et de la réalisation de soi. Ceux qui cultivent cette pratique acquièrent un pouvoir silencieux mais irrésistible, capable de transformer non seulement leur vie, mais aussi l'impact qu'ils ont sur le monde qui les entoure. Leçon 9. La transformation par la répétition consciente. La répétition consciente constitue le cœur de l'enseignement de Marden sur la construction d'une puissance mentale durable. Selon Marden, nos pensées, émotions et actions ne se transforment pas du jour au lendemain. Elles suivent un processus cumulatif, presque invisible, qui forge progressivement notre caractère et notre identité. Il insiste sur l'importance de la régularité et de l'intentionnalité. Il ne suffit pas de répéter mécaniquement des idées ou des comportements. Il faut le faire avec conscience, compréhension et alignement avec l'objectif final que l'on poursuit. La transformation réelle ne réside pas dans des impulsions éphémères, mais dans un entraînement mental méthodique, structuré, où chaque action et chaque pensée sont choisies pour nourrir la personne que l'on souhaite devenir. Marden développe l'idée selon laquelle la répétition n'est pas seulement un outil psychologique, mais une loi naturelle du fonctionnement du cerveau. Bien avant que la neuroscience ne formalise la plasticité neuronale, il expliquait que le cerveau humain fonctionne sur le principe que ce qui est répété se renforce. Les idées et comportements répétés deviennent des habitudes, et ces habitudes définissent la manière dont nous percevons le monde, réagissons aux événements et construisons notre vie. Chaque pensée positive, chaque action délibérée, chaque moment où l'on choisit la discipline plutôt que la facilité contribue à reformer le mental, étape par étape, jusqu'à ce qu'une nouvelle identité prenne racine. Le processus décrit par Marden suit une progression claire. Pensée, émotion, action, identité. La pensée initiale, lorsqu'elle est correctement orientée et répétée, suscite des émotions cohérentes avec nos objectifs. Ces émotions renforcent notre engagement, stimulant des actions alignées avec notre vision. Et ces actions répétées, au fil du temps, forment l'identité de l'individu. Une personne capable de persévérer, de surmonter les obstacles et de créer des résultats tangibles. Ce cycle de transformation, selon Marden, est à la fois invisible et irrésistible. Il opère silencieusement, mais produit des effets durables et visibles dans tous les aspects de la vie. Marden souligne également le rôle de l'attention et de la conscience dans ce processus. Répéter sans conscience, sans présence mentale, est inefficace. C'est comme labourer un champ sans planter de graines. La répétition consciente implique de savoir pourquoi l'on répète, de rester attentif à la qualité des pensées et des actions et de corriger les écarts dès qu'ils apparaissent. C'est un exercice d'observation et d'ajustement continu qui distingue ceux qui se transforment réellement de ceux qui stagnent malgré leurs efforts apparents. L'effet cumulatif est un autre point clé.
Beaucoup sous-estiment la puissance des petites actions répétées quotidiennement. Marden insiste sur le fait que la transformation mentale n'est pas le résultat d'un seul acte héroïque, mais de milliers de gestes subtils, répétés et alignés sur une vision claire. Ces petites répétitions, apparemment insignifiantes à court terme, finissent par créer un élan irréversible, modifiant durablement la manière dont l'individu pense, ressent et agit. Enfin, la répétition consciente ne se limite pas à la performance personnelle. Elle façonne également l'influence que nous avons sur le monde. Une personne disciplinée dans son esprit, cultivant la constance et l'intentionnalité, devient une force stable et inspirante autour d'elle. Marden rappelle que la maîtrise mentale n'est pas égoïste. Elle permet de guider, d'inspirer et de transformer positivement l'environnement social. En appliquant la répétition consciente avec patience et persistance, chaque lecteur peut créer une identité forte, résiliente et puissante, capable de surmonter les obstacles et de réaliser son potentiel maximal. Ainsi, la loi de la répétition consciente, telle que Marden l'enseigne, est une méthode intemporelle pour transformer le mental et, par extension, la vie entière. Chaque pensée choisie, chaque action délibérée et chaque émotion alignée s'additionnent pour créer un individu irrésistiblement efficace, indépendant et confiant, prêt à réaliser tout ce qu'il croit pouvoir accomplir. Leçon 10. La puissance dangereuse de la pensée négative. La pensée négative, selon Marden, représente l'un des ennemis les plus silencieux et les plus destructeurs de l'esprit humain. Il affirme que ce n'est pas seulement ce que nous faisons ou disons qui façonne notre vie, mais ce que nous pensons en silence. Les idées pessimistes, les doutes constants et les jugements sévères sur nous-mêmes créent des schémas invisibles qui dictent nos comportements, nos décisions et, inévitablement, notre destinée. Marden insiste sur le fait que la pensée négative fonctionne comme une force auto-renforçante. Plus nous lui permettons de croître, plus elle s'impose dans notre conscience, créant un cycle où l'esprit devient son propre bourreau. L'autocondamnation devient alors une habitude, un automatisme mental qui nous empêche de réaliser notre potentiel, souvent avant même que nous ayons entrepris l'action. Selon Marden, cette puissance destructrice n'est pas superficielle, elle est profondément enracinée dans nos habitudes de pensée et dans la manière dont nous interprétons le monde. Une idée négative répétée se transforme en prophétie autoréalisatrice. Si l'on croit que l'on échouera, nos actions, même inconscientes, vont s'aligner sur cette croyance, reproduisant l'échec. Chaque décision est alors influencée par un doute interne qui paralyse et retarde la croissance personnelle. Marden rappelle que ce mécanisme est souvent invisible. L'individu pense être réaliste ou prudent, alors qu'en réalité, il se limite lui-même par un pessimisme intelligent, déguisé en sagesse. La pensée négative devient ainsi un maître discret qui contrôle notre identité et notre destinée, mais dont nous sommes rarement conscients. Un autre aspect que Marden met en avant est l'effet cumulatif de ces pensées négatives. Chaque critique intérieure, chaque jugement sévère ou chaque comparaison défavorable avec autrui s'ajoute à la précédente, formant une toile mentale dense où l'espoir et la confiance se trouvent étouffés. Il ne s'agit pas de simples pensées passagères, ce sont des forces persistantes qui façonnent l'émotion et le comportement. La peur de l'échec, l'anticipation des difficultés et l'habitude de se concentrer sur ce qui peut mal tourner deviennent des filtres constants à travers lesquels l'individu perçoit le monde, empêchant l'initiative
et paralysant la créativité. Marden insiste sur la nécessité de déconstruire ce discours intérieur. Comprendre que ces pensées négatives ne représentent pas la réalité, mais des constructions mentales, est le premier pas pour s'en libérer. L'observation consciente de ces idées, sans s'y identifier, permet de réduire leur pouvoir. Il préconise également l'autodialogue positif et structuré. Remplacer progressivement le langage intérieur auto-limitant par des affirmations conscientes, des perspectives rationnelles et des objectifs clairs. Cette discipline mentale n'est pas un simple exercice de motivation. Elle constitue un outil de survie psychologique et une stratégie d'empowerment durable. L'influence de Marden ici est double. Il rappelle que la pensée négative n'affecte pas seulement l'individu, mais aussi son environnement. Un leader, un parent ou un éducateur en proie à l'autocondamnation transmet inconsciemment le doute et la limitation autour de lui. La libération de ces schémas destructeurs devient donc un acte moral autant que personnel. Il met en lumière le lien entre la santé mentale et le succès tangible, soulignant que chaque pensée négative non maîtrisée affaiblit le corps, l'esprit et la capacité à agir efficacement dans le monde réel. Enfin, Marden démontre que la vigilance constante est la clé pour neutraliser la pensée négative. Observer, déconstruire, remplacer et répéter des idées constructives permet de transformer l'énergie mentale en puissance active plutôt qu'en force destructrice. En maîtrisant ce processus, l'individu peut inverser la dynamique de l'autosabotage et créer une identité intérieure robuste, confiante et capable de réaliser son potentiel. Ainsi, la pensée négative, si elle est ignorée, devient un ennemi invisible et redoutable, mais avec conscience et discipline. Elle peut être transcendée pour servir le développement et l'accomplissement de soi, selon la vision profonde de Marden. Leçon 11. La grandeur comme responsabilité. OS. Marden insiste sur une vérité profonde et souvent négligée. La capacité de penser grand n'est pas simplement un privilège, c'est une responsabilité morale. Selon lui, chaque individu doté d'une vision, d'une intelligence ou d'un talent particulier porte avec lui une obligation implicite: ne pas se limiter, ne pas se contenter de la médiocrité, mais utiliser ses capacités pour créer un impact significatif. Cette responsabilité ne se réduit pas à la réussite personnelle ou à l'accumulation de richesses. Elle s'étend à l'influence positive que l'on peut exercer sur son entourage, sa communauté et, en fin de compte, sur la société. La grandeur n'est pas optionnelle pour celui qui peut l'atteindre, elle est un devoir éthique, et Marden le rappelle à chaque page avec une insistance morale et inspirante. La pensée grande, selon Marden, est d'abord une discipline mentale. Elle commence par la conscience de son potentiel, par la reconnaissance des talents et des ressources à sa disposition. Ne pas penser grand, ou se contenter d'objectifs modestes par confort ou peur, constitue une trahison de soi-même et une dilapidation de ce que l'on a reçu. Chaque pensée ambitieuse, chaque projet d'envergure, implique de se dépasser, de repousser ses limites et d'accepter l'inconfort qui accompagne la véritable croissance. Marden souligne que ce processus n'est pas uniquement intellectuel, il est profondément moral et émotionnel. Il faut courage, intégrité et constance pour transformer les idées en actions concrètes et créer une réalité qui reflète la grandeur de l'esprit. Il explique également que la grandeur n'est pas simplement un état de succès visible, mais une qualité de caractère. Agir avec responsabilité signifie refuser la petitesse volontaire,
rejeter l'inaction, la procrastination et les excuses. La véritable grandeur ne se mesure pas au titre, aux possessions ou à la reconnaissance, mais à la capacité de vivre en accord avec ses idéaux et de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Marden met en garde contre la tentation de la sécurité et du confort immédiat, car ils sont les ennemis de la vision élevée. L'homme qui peut penser grand mais choisit la médiocrité compromet non seulement son avenir, mais aussi le potentiel de transformation qu'il pourrait avoir sur les autres. La responsabilité de la grandeur s'exprime également par la persévérance et la constance. Marden insiste sur le fait que les grandes réalisations demandent du temps, de l'effort et un engagement total. Il compare souvent cette discipline à une obligation morale. Celui qui possède la vision ne peut pas se permettre de faiblir, de céder à l'indécision ou aux influences négatives. La grandeur exige d'affronter les défis, de surmonter les obstacles et de transformer chaque difficulté en opportunité pour affirmer sa capacité et son intégrité. Dans ce contexte, la pensée grande devient un catalyseur d'action déterminée et orientée vers un objectif supérieur où chaque choix et chaque effort sont orientés vers la réalisation du potentiel maximal. Marden insiste également sur l'importance de l'exemplarité. Penser grand et agir en conséquence implique de montrer par son exemple ce que signifie vivre en accord avec une vision élevée. L'influence d'un individu ambitieux et responsable dépasse ses réalisations personnelles. Elle inspire, motive et élève ceux qui l'entourent. La grandeur devient ainsi une responsabilité collective, en refusant la petitesse volontaire et en embrassant la discipline de l'ambition. L'individu crée un environnement où d'autres peuvent également se réaliser. La pensée grande n'est pas égoïste, elle est profondément sociale et morale. Enfin, Marden rappelle que cette responsabilité morale envers la grandeur exige une vigilance constante sur ses propres pensées et actions. Chaque décision, chaque choix, chaque effort doit être aligné sur l'objectif de développer et d'exprimer pleinement ses capacités. La grandeur est un engagement actif, une obligation envers soi-même et envers le monde. L'homme qui peut penser grand mais se contente de la médiocrité trahit cette responsabilité. En revanche, celui qui embrasse pleinement sa capacité de penser et d'agir avec ambition transforme sa vie et celle des autres, incarnant ainsi la philosophie profonde de Marden. La pensée grande n'est pas un luxe, c'est une charge morale, et l'accepter pleinement est le chemin vers une vie d'impact, de contribution et de véritable accomplissement. Leçon 12. Devenir cause première. Marden insiste sur une idée qui traverse tout son ouvrage. L'homme véritablement accompli cesse d'être un simple effet des circonstances et devient la cause première de sa vie. Selon lui, la majorité des individus subissent le flot des événements, laissant les opinions des autres, les aléas du destin ou les contraintes sociales déterminer leur parcours. Cette attitude passive entraîne frustration, stagnation et sentiment d'impuissance. Marden propose un renversement radical. Pour atteindre la véritable autonomie et la puissance intérieure, il faut adopter la mentalité de créateur, celle qui ne se contente pas de réagir, mais qui agit, modèle et dirige sa réalité. L'homme maître de son orientation n'attend pas que les opportunités tombent du ciel, il les génère. Devenir cause première commence par la maîtrise de l'esprit. Marden rappelle sans cesse que les pensées déterminent les actions et que les actions façonnent la vie. Si l'on permet à l'esprit de vagabonder sans contrôle,
de se laisser influencer par les peurs, les doutes ou les croyances limitantes, on demeure esclave des événements. En revanche, en cultivant une conscience active et volontaire, l'individu devient l'architecte de sa réalité. Il choisit délibérément ses objectifs, il organise ses efforts, il ajuste ses réactions et il persiste avec constance malgré les obstacles. La mentalité de créateur n'est pas un simple concept abstrait, c'est une pratique quotidienne, exigeante et structurée, où chaque pensée, chaque décision et chaque action servent à construire la vie que l'on désire. Marden insiste également sur l'importance de la responsabilité personnelle dans cette dynamique. Devenir cause première signifie accepter que l'on est entièrement responsable de ses succès et de ses échecs. Il ne s'agit pas de rejeter le soutien ou les conseils d'autrui, mais de comprendre que la dépendance à l'environnement ou aux autres réduit la liberté et la puissance. L'homme qui assume sa cause première reconnaît que tout ce qui lui arrive est le résultat, direct ou indirect, de ses choix, conscients ou inconscients. Cette reconnaissance est libératrice. Elle transforme la peur, la colère ou la résignation en énergie créative et force motrice. Construire sa réalité selon Marden implique aussi de dépasser la réactivité instinctive. L'individu cause première ne se contente pas de répondre aux événements. Il anticipe, planifie, innove et agit avec intention. La vie devient ainsi un projet conscient où les obstacles sont des occasions de renforcer la discipline, de clarifier la vision et de tester la détermination. La passivité est remplacée par l'initiative, l'incertitude par la préparation, la frustration par la stratégie. Chaque effort devient un pas vers la maîtrise totale de son orientation. Ce processus ne se limite pas au domaine matériel. Marden souligne que devenir cause première concerne toutes les sphères de l'existence: la pensée, l'émotion, les relations, la santé, la carrière et l'impact sur le monde. L'individu cesse d'être un simple spectateur de sa vie et commence à la sculpter selon ses valeurs, ses aspirations et ses convictions. Il devient le moteur de sa destinée, capable de transformer les contraintes en levier et les échecs en apprentissage. Enfin, Marden rappelle que cette transformation exige courage et persévérance. La mentalité de créateur n'est pas innée, elle se cultive avec constance et discipline. Elle demande de résister aux influences limitantes de l'entourage, de défier les habitudes de pensée négatives et de maintenir un engagement inébranlable envers ses objectifs. Mais le résultat est une liberté et un pouvoir intérieur incomparables. L'homme qui devient cause première transcende la simple existence. Il devient l'initiateur, le maître et l'architecte de sa vie, incarnant pleinement la philosophie profonde de Marden. Penser, décider et agir avec intention pour créer une réalité qui reflète son véritable potentiel. Après avoir exploré l'ensemble des principes de Marden dans He Can Who Thinks He Can, il devient évident que la clé de toute réussite durable réside dans la maîtrise de soi et la pleine responsabilité de sa vie. Marden nous montre que l'homme ne devient véritablement puissant ni par la chance, ni par l'influence extérieure, mais par la force de sa pensée, la clarté de ses choix et l'engagement total dans ses actions. Chaque chapitre illustre une facette de cette transformation. De la prise de conscience des limitations sociales et intérieures, à la discipline cognitive, à l'action irréversible, jusqu'à devenir cause première de sa réalité. La répétition consciente, la discipline mentale et l'identité choisie
ne sont pas de simples exercices intellectuels. Ce sont des leviers concrets qui permettent de passer de l'inaction à la maîtrise, du doute à la certitude, de la médiocrité à l'excellence. Marden insiste sur le fait que penser grand n'est pas un privilège, mais une responsabilité morale. Ceux qui possèdent cette capacité doivent l'utiliser pour créer, construire et impacter positivement leur vie et leur environnement. Le potentiel humain n'est limité que par l'esprit lui-même, et c'est en cultivant une pensée forte, structurée et consciente que l'on accède à une liberté véritable. En résumé, He Can Who Thinks He Can n'est pas un simple manuel de motivation. C'est un guide de puissance mentale appliquée, un appel à l'autosouveraineté et à l'engagement absolu. Marden nous rappelle que chaque pensée nourrit l'action, que chaque action forge l'identité et que chaque individu a le pouvoir de devenir l'architecte de sa destinée. La philosophie de Marden dépasse la pensée positive. Elle impose un standard moral et stratégique pour vivre pleinement, créer sa réalité et transformer l'adversité en levier de puissance. Le message final est clair et intemporel. Croire en son potentiel est le point de départ, mais agir avec intention, discipline et responsabilité est ce qui transforme cette croyance en résultat tangible. La grandeur n'est pas une question de talent ou de circonstances, mais de choix conscients, de rigueur mentale et de persévérance constante. Marden nous laisse un héritage. La pensée, lorsqu'elle est maîtrisée et appliquée, est la force la plus puissante que l'homme puisse posséder.